Bonjour tout le monde, on espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on a décidé, Mélie et moi, de vous faire une petite compilation de 3 histoires. Ce sont 3 cas dont nous avons déjà traité sur notre chaîne et qui a pour thème commun quand un jumeau tue son semblable. Donc, vous allez découvrir ou redécouvrir ces histoires qui nous glacent le sang. Comment en vient-on à tuer son propre jumeau? Découvrez tout ça avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on y va tout de suite avec la première histoire, celle des jumeaux Greg et Jeff Henry. Les jumeaux Greg et Jeff Henry naissent le 25 janvier 1955 à Dublin, en Georgie. Les parents ont déjà 2 autres garçons et leur père, Dick Henry, travaille comme gérant dans une entreprise chimique locale et leur mère, Sue, est femme au foyer. Les parents sont très heureux d'accueillir les 2 jumeaux dans leur famille. Sue les habille d'ailleurs souvent pareil et les promène fièrement dans la petite poussette double pour les emmener au parc ou à la messe. Ils sont inséparables, ils jouent ensemble, ils dorment ensemble et développent même leur propre langage. La famille est sur un petit nuage et pendant 4 ans, ils vivent le parfait bonheur. En 1958, Dick se fait diagnostiquer un cancer du cerveau et va malheureusement décéder 1 an plus tard. Sue a seulement 40 ans et elle va se retrouver veuve et elle va se retrouver surtout toute seule à élever ses 4 garçons. Mais Sue est une battante, elle est très courageuse et elle va se trouver un petit travail de secrétaire pour faire vivre sa petite famille. En grandissant, les jumeaux développent une passion commune pour les appareils électriques. À 7 ans, ils auraient fait le recablage complet de leur chambre afin que tout s'allume et s'éteigne avec un seul interrupteur. Ils disaient vouloir devenir des inventeurs. Sue remarque aussi que Greg assume toujours le rôle de leader dans leur jeu. Il réussit mieux à l'école et il a plus de facilité à se faire des amis, contrairement à son frère, qui lui est plus timide, enfermé sur lui-même et qui reste souvent en retrait. Les années passent et les notes de Jeff à l'école ne s'améliorent pas. Il commence à ressentir un complexe d'infériorité par rapport à Greg, qui lui est bien dans sa peau, confiant, réussit bien et a plus de succès auprès des filles. Jeff se concentre alors sur ses rêves, passant des heures à penser à des machines révolutionnaires pour changer le monde, comme il le voit dans ses bandes dessinées préférées. Il en parle bien sûr à son frère Greg, qui se sert de ça pour le pointer du doigt et rire de lui devant tout le monde. Ça finit d'ailleurs souvent en bataille, et c'est souvent Greg qui a le dessus sur Jeff. Sue explique cela comme leur crise d'adolescence, une petite phase de rébellion. Quand ils graduent du secondaire, Greg et Jeff sont 2 grands garçons de 6 pieds 2, blonds et minces. Ils se trouvent un premier appartement ensemble et un premier petit emploi dans un magasin local. Leurs collègues, les employés du magasin, ont de la difficulté à les différencier. Ils ne savent pas qui est qui, jusqu'à ce qu'un des 2 jumeaux ouvre la bouche. Greg parle évidemment plus fort et intimide Jeff, qui lui est plus silencieux et passif. 2 ans après avoir terminé le secondaire, Greg demande en mariage sa petite amie Julie. Jeff a vraiment du mal à accepter cette décision. Il supplie son frère de ne pas se marier. Mais Greg n'en fait qu'à sa tête et épouse la jeune femme. Jeff sera quand même son garçon d'honneur ce jour-là. Greg et Julie ont acheté leur première maison, mais comme les jumeaux étaient incapables de se séparer, Jeff est allé habiter avec eux au sous-sol. Ce que Julie a trouvé vraiment très difficile et c'est ce qui mettra fin à leur mariage 4 ans plus tard, car elle avait épousé qu'un seul homme et était obligée de vivre avec 2. Nous avons d'ailleurs vécu une situation assez similaire avec Mélou. Quand nous avons acheté notre première maison avec mon compagnon, j'ai demandé à ce que ma sœur vienne habiter avec nous au sous-sol car elle était seule à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. Nos petites routines, nos petites habitudes ont vite repris et parfois mon compagnon se sentait un peu de trop dans notre relation. Mais j'ai déménagé quelques mois plus tard parce que je me suis fait un nouveau copain et tout est rentré dans l'ordre. Fin de la petite parenthèse, revenons à notre histoire. Jeff est alors très content du départ de Julie et de retrouver sa place auprès de son frère. Ils vont alors trouver un appartement et ils vont vouloir devenir des rockstars, ou Greg voudra qu'ils deviennent des rockstars.
Des amis vont se joindre à eux et ils vont aussi boire beaucoup de bière. Et plus il boit, et plus Greg devient violent et méchant avec Jeff. Les jumeaux sont tellement fiers de leur beuverie qu'ils gardent toutes les bouteilles vides en guise de trophée installées contre un mur. Ils vont aussi commencer à s'acheter des armes à feu qui vont poser fièrement sur le mur du salon. Et c'est là que la dominance de Greg va monter d'un cran, car quand ils vont se disputer, Greg va facilement empoigner un des fusils et se mettre à tirer dans les murs, visant même à côté de Jeff. Jeff sera évidemment de plus en plus stressé et paranoïaque et va même aller vivre chez sa mère quelques fois. Mais ces séjours sont toujours de courte durée, on ne sait pas pourquoi, il veut toujours revenir vers Greg. Sue va alors parler à ses deux fils, elle sait qu'ils boivent beaucoup et qu'ils ont même été tous les deux arrêtés en état d'ébriété. Donc les jumeaux vont écouter leur mère, ils vont écouter ses conseils, ils vont arrêter de boire un certain temps et la situation va s'améliorer. Ils vont tous les deux être engagés dans un magasin de réparation électronique. Leur passion, souvenez-vous, et leur patron sera fier d'eux. Ils sont ponctuels, minutieux et il leur arrive de rester plus tard au magasin afin de réparer les appareils. Mais leur vieille habitude va vite revenir. Greg va recommencer à boire, suivi bien sûr de Jeff, qui deviendra de plus en plus paranoïaque et stressé. À la maison, Jeff est soumis à Greg et doit lui préparer à manger, lui apporter des bières et tout nettoyer. Les jumeaux passent leur soirée et leur fin de semaine à boire en regardant des parties de football et des films. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le 15 décembre, Greg et Jeff vont se lever vers à peu près midi. Ils vont regarder match après match. Et c'est évidemment Jeff qui va faire à manger pour lui et son frère et emmener les bières. Ils vont regarder des films jusque tard dans la soirée et ils vont fermer la télévision vers à peu près 1h du matin. On devine à ce moment-là que les jumeaux sont tous les deux sous et Jeff va se mettre à parler à Greg de sa nouvelle théorie sur une source de courant révolutionnaire. Greg va encore rire de lui et le traiter de gros con et d'imbécile. Mais Jeff va tenir son point, il va tenir tête à Greg cette fois-là. Et c'est à ce moment que Greg serait rentré dans une grande colère, va se mettre à frapper Jeff et à le jeter au sol. Il va ensuite s'enfuir vers sa chambre. À ce moment-là, Jeff est vraiment paniqué. Il est sûr que son frère est retourné à sa chambre pour prendre son fusil qui se trouve sous son lit. Alors, dans une grande panique, il court vers sa propre chambre pour prendre son shotgun. Il se dirige vers la chambre de Greg et donne un violent coup de fusil dans la porte pour l'ouvrir. Et il trouve son frère Greg sur son lit. Il n'a rien dans les mains. Mais malgré tout, Jeff hurle « Prends ça » et lui tire en plein cœur. La poitrine de Greg explose et le mur derrière lui est éclaboussé de sang. Jeff entre alors en état de choc, il vient de réaliser ce qu'il vient de faire. Il retourne sur ses pas, tire son shotgun sur son lit et tente de se calmer pendant quelques secondes. Puis il retourne auprès de Greg et met ses mains sur la poitrine de son frère pour empêcher le sang de couler. Il supplie Greg de ne pas mourir, de ne pas le laisser seul. Mais malheureusement, il est trop tard pour Greg et il va mourir dans les bras de son jumeau. Il est alors 2h du matin quand Jeff prend sa voiture et conduit à une station-service tout près de chez lui. Il utilise la cabine téléphonique pour appeler sa mère et va lui dire en pleurant qu'il a tué Greg, qu'il a tué son propre frère. Sue va rester étonnamment calme. Elle va lui dire de rester là où il est et c'est elle qui va appeler la police. C'est l'officier Mike Hikes qui retrouve Jeff à la station-service, tremblant de froid et de peur. On est au mois de décembre. Et ses mains, son t-shirt blanc et son jeans bleu pâle sont couverts de sang. L'officier va retourner sur les lieux avec Jeff et d'autres policiers vont aussi arriver et ils vont inspecter la scène de crime. Et tout concorde avec l'histoire que Jeff leur a racontée. Il retrouve Greg sur son lit avec une balle dans la poitrine. Il y a aussi le trou dans la porte, là où Jeff l'a enfoncé avec son fusil. Et il retrouve le shotgun dans la chambre voisine. Jeff est amené au poste où il dira avoir agi en légitime défense après que son frère ait fait feu sur lui 4 fois.
Cette version sera malheureusement démentie par les enquêteurs qui n'ont trouvé aucune balle dans le fusil de Greg qui est encore sous son lit. Jeff dira aussi qu'il a fait feu accidentellement, qu'il ne savait pas que son fusil était chargé. Pendant 3 ans, Jeff va attendre son procès derrière les barreaux où il va sombrer dans une très grande dépression. Il fera souvent des crises de panique et n'arrivera pas souvent à dormir parce qu'il fait vraiment beaucoup de cauchemars. Quand le procès va commencer, le 17 avril 1995, les avocats de Jeff vont tenter de présenter l'affaire comme un cas du syndrome de la femme battue, une première dans un cas de jumeaux. Oui, c'est un couple de jumeaux et l'un dominait en effet l'autre. Les docteurs qui ont évalué Jeff confirment qu'il manquait beaucoup de confiance en lui et qu'il se sentait inférieur à Greg. Il voyait son jumeau comme étant le plus fort et le plus intelligent et c'est pourquoi il lui permettait de prendre des décisions à sa place. Le procureur Bo McLean, lui, va refuser de présenter l'affaire comme un syndrome de la femme battue et va dire que Jeff a pris la vie de son jumeau et que prendre la vie de quelqu'un, ça reste un meurtre. Sue va alors revenir témoigner et tous les regards vont se tourner vers elle. Est-ce que la maman va prendre la défense de son fils qui a été tué ou de celui qui l'a tué? Eh bien, Sue va prendre la défense de Jeff. Elle va raconter à la cour qu'elle a été témoin à plusieurs reprises de l'intimidation et de la violence de Greg envers Jeff, surtout lorsqu'il était sous. Elle va aussi dire qu'à un moment, Greg a été violent envers elle et qu'elle croyait qu'un jour ce serait Greg qui tuerait Jeff et non l'inverse. Le procès prend fin le 2 mai 1995 et le jury va délibérer pendant plusieurs jours. 3 semaines plus tard, ils vont donner enfin leur réponse. Ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur une décision. Une femme du jury aurait été une femme battue par le passé et ne voulait absolument pas condamner Jeff. Comme le jury n'est pas parvenu à l'unanimité et à prendre une décision, le procès sera annulé. On vous avait bien dit au début qu'il y aurait plusieurs rebondissements à cette affaire et ce n'est même pas encore fini. Le 14 juin 1995, Sue va organiser un grand rassemblement devant la cour. C'est une genre de manifestation qui va tourner en fête. Il y a des rubans jaunes accrochés aux arbres et beaucoup de choses à manger. Bref, on fête. Tout ça, c'est dans le but de libérer Jeff, qu'il soit libre jusqu'à son second procès. Plusieurs personnes de la communauté y participent et prennent même le parti de Jeff, mais d'autres sont complètement en désaccord avec cette célébration, dont entre autres le procureur Bo McLean, qui lui affirme que quelqu'un est décédé et que ce n'est pas le temps de faire une fête. Alors que la célébration est encore en cours à l'extérieur, les deux parties vont se rencontrer en secret pour trouver une entente pour ne pas qu'il y ait de deuxième procès. Jeff et sa mère seront alors convoqués pour être mis face à cet accord. Si Jeff plaide coupable d'homicide volontaire, il peut être libéré pour son temps de prison déjà effectué, soit 3 ans et demi. Jeff va évidemment accepter et sera libéré quelques heures plus tard. Il sort du tribunal tout timide, avec son sac d'effets personnels dans une main et l'autre accroché au bras de sa mère. Et la foule les acclame, tout le monde est heureux. Et une femme, Dorothy Smith, qui faisait partie du jury, va même accourir vers lui pour lui dire que c'est grâce à elle que le procès a été annulé. Mais même si ça peut sembler une fin heureuse pour Jeff, ce ne l'est pas vraiment. Jeff va retourner vivre avec sa mère qui va le traiter un peu comme un enfant jusqu'à ce qu'elle meure en 2005. Jeff se sentira toujours coupable de ce qu'il a fait, ne sortira pas souvent de la maison, souffrant d'agoraphobie. Il mangera aussi très peu et perdra beaucoup de poids. Son frère Greg lui manque vraiment beaucoup. Et ce qui est vraiment difficile dans son cas, c'est que lorsqu'il doit se regarder dans un miroir, il doit y voir Greg. Perdre un jumeau est extrêmement difficile et ça doit l'être vraiment encore plus quand tu es responsable de sa mort. Robert et Christopher Cerca. Robert et Christopher Cerca étaient 2 jumeaux identiques de 31 ans lors des faits. En décembre 2013, les 2 frères vivaient de nouveau tous les 2 chez leurs parents suite à leur rupture amoureuse.
Ils partageaient alors la même chambre dans la maison familiale située à Langdown Road, à Hythe, Hampshire, en Angleterre. Enfants, Robert et Christopher étaient inséparables. Ils pêchaient ensemble, jouaient au golf ensemble. Presque tous les passe-temps de Robert étaient ceux de Christopher aussi. En grandissant, ils avaient développé tous deux une passion pour le bâtiment. Robert était maçon et plâtrier et Christopher était menuisier. Les deux jumeaux travaillaient d'ailleurs souvent ensemble. Ils avaient commencé à s'éloigner l'un de l'autre dans leur début vingtaine lorsqu'ils avaient commencé à fréquenter des jeunes filles. Robert dira que Christopher ne voyait pas d'un bon œil la relation qu'il entretenait avec sa copine de l'époque. Il dira aussi que quelques mois avant le drame, Christopher s'était mis à fumer du cannabis très fort, qu'il dépensait environ 80 livres par jour pour fumer et qu'il avait radicalement changé. Il ajoutera que fumer le rendait fou. Pour donner un exemple, il dira que son frère l'avait mordu 3 fois, dont une fois dans le cou. Le soir du réveillon 2013, tout semblait pourtant aller pour le mieux pour Robert et pour Christopher. Christopher s'était remis en couple avec une ancienne petite amie nommée Lisa Hartfield, avec qui il avait eu une relation de 6 ans dans le passé. Elle le décrivait comme un homme doux et attentionné, et les enfants de Lisa considéraient Christopher comme leur figure paternelle. Robert, lui, commençait une nouvelle relation avec une femme nommée Joelle Mansfield et envisageait même de créer sa propre entreprise. Le début de la soirée se passa bien. On le sait car Robert a envoyé des messages à sa petite amie à plusieurs reprises et son premier message disait « Je suis impatient de t'épouser ». À 18h30, il lui réécrit « Chris te souhaite une bonne année, je t'aime ». Puis à 19h, c'est là que les choses commencent à dégénérer quand Robert écrit à Joelle « Moi et Chris, on commence à se disputer, on parle du passé, on a des choses à régler, mais ça va bien aller, ne t'inquiète pas, profite de ta soirée mon amour ». 1 heure plus tard, à 20h10, il la retexte en disant « Il pourra y avoir une bagarre dans 1 minute, c'est ma vie. Je ne veux pas de ça, mais qu'est-ce que je peux faire? J'en ai assez. Désolée, mais c'est ce que je dois supporter et je déteste ça. J'aimerais être n'importe où, sauf ici. » On sait alors que c'est autour de 19h que tout a commencé à mal se passer. Les 2 frères étaient assis ensemble à une table et s'enfilaient des canettes de bière en discutant. La discussion se serait envenimée lorsqu'ils auraient commencé à parler de leur passé, selon le texto de Robert, et aurait vraiment éclaté après que Christopher aurait demandé l'une des bières de Robert et que celui-ci aurait refusé. Ils auraient alors commencé à se pousser, à se frapper jusqu'à la cuisine, et leurs parents, qui étaient alors à l'étage, seraient rapidement descendus pour intervenir. Plus tard, leur père aurait rejoint ses fils à la cuisine et Denise se serait précipitée dans le hall pour téléphoner au 999. Yeah, can you send a police car to Langdown Road? Okay. What's happening there? Langdown Road is crime. What's happening there? My husband is involved. Please hurry. Who's involved? My 2 sons and my husband. Okay. What's started? Why's it started? Could you get an ambulance to help me? Yeah, what's that for? What's the ambulance for? If he's hurt himself. Yeah. I need to know what's What's he happened. done, Pete? He's stabbed! He's what? He's been stabbed! Who's Please that? hurry up! Who's been stabbed? Who's been stabbed? Who's been stabbed? Okay. And how old is he? It's all right. Okay, where has he been stabbed? Pete, where's he been stabbed? Sorry. Is he bleeding heavily? Come on. So you need to apply some pressure to the wound. Pete, can you apply some pressure to the wound? He's trying. Where is the gun and have you I still don't got know a where knife he's on him? gone. Okay, so the one that's gone off is called... Robert. Has he left the house? Yeah, but I don't know why. And what, is Christopher conscious and breathing at the moment? Is he breathing, Pete? Is he breathing? Yes. He's on his side, he's breathing. So he is conscious, he is breathing. Cet appel est à glacer le sang. On sent toute la détresse dans la voix de Denise alors qu'on entend les cris de ses fils en arrière-plan. À un moment, elle hurle que l'un de ses fils vient d'être poignardé et de faire venir une ambulance au plus vite.
À la fin de l'appel, elle dit aussi que Robert est parti. En effet, après avoir poignardé son frère dans le ventre, Robert a pris peur. Il a redéposé le couteau sur le comptoir de la cuisine, où les policiers le retrouveront plus tard, et a pris la fuite sans même prendre la peine de mettre ses chaussures. À l'extérieur de la maison, il a appelé sa petite amie Joëlle pour qu'elle passe le chercher. Ils vont aller ensemble à un party du Nouvel An à Taunton, à une quinzaine de minutes de là. Là-bas, Robert va continuer à boire et va éteindre son téléphone pour ne pas être retracé ou dérangé. À la maison des Cerca, les secours arrivent. Tard est toujours avec Christopher à la cuisine et continue d'appliquer une pression sur la blessure de son fils avec une serviette, comme la téléphoniste du 999 lui a dit de faire. Tous les efforts sont faits pour sauver Christopher dans l'ambulance et à l'hôpital, mais malheureusement, il sera déclaré mort à 22h20. La lame du couteau était assez longue, entre 15 et 17 cm, et elle aurait percé l'aorte, le principal vaisseau sanguin de l'organisme, et Christopher serait décédé après avoir perdu beaucoup trop de sang. Les policiers arrivent à retracer Robert et il sera arrêté autour de 2h du matin le 1er janvier 2014. On lui explique alors que son frère est décédé, mais Robert est beaucoup trop saoul comme vous pouvez l'imaginer. Il s'endort sur la banquette arrière de la voiture de police lors de son trajet jusqu'au commissariat. Quand il va se réveiller, il va demander « Est-ce que mon frère est vraiment mort? Est-ce que c'est moi? Honnêtement, je ne me souviens pas. » Le lendemain, lorsqu'on lui annonce les charges retenues contre lui, il va dire « J'ai tué mon frère. Je ne veux plus être ici. 9 fois sur 10, tout irait bien. Je n'ai pas de chance. Il fallait que ça tombe sur moi. » Robert va plaider la légitime défense. Il va dire que Christopher et lui avaient tendance à beaucoup se battre lorsqu'ils buvaient trop, et il va dire que ce soir-là, alors qu'il se disputait dans la cuisine, il aurait vu Christopher se saisir du couteau. Il dira avoir paniqué et que, sans savoir comment, il aurait entendu son frère crier, aurait baissé les yeux et aurait remarqué qu'il tenait le couteau à la main. Il dira ne pas avoir vu de sang et avouera s'être enfui de la maison sans souliers. Ce témoignage ne pourra pas être prouvé car un seul ADN sera retrouvé sur le couteau et comme on sait que les jumeaux identiques partagent le même ADN, il est difficile de savoir si Christopher a bel et bien à un moment tenu le couteau. En cours, Robert va éclater en sanglots lorsqu'on diffusera la vidéo des ambulanciers et médecins tentant de sauver la vie de son frère. Pendant son procès, on apprit également que Robert avait déjà purgé des peines de prison pour des délits de coups et blessures liés à des incidents domestiques impliquant ses anciennes partenaires. Il avait également été condamné pour des infractions routières et des dommages criminels. Le 20 octobre 2014, après plus de 16 heures de délibération, Robert sera déclaré coupable de la mort de son jumeau et condamné à 13 ans de prison au minimum. Il ne montrera aucune émotion face à ce verdict. Il tentera de faire appel l'année suivante, en 2015, mais sans succès. Donc, il serait toujours, à l'heure actuelle, derrière les barreaux. Marie et Dorothée Beck. À Alton, tout le monde connaît les jumelles Beck. Ce sont deux petites dames de 4 pieds 11, aux lunettes de monture épaisses et toujours souriantes. Ils ont leur routine et la vie suit son cours. En 1984, elles travaillent toutes les deux dans le même hôpital, le Alton Memorial Hospital, et elles habitent seules dans la maison familiale qui les a fait grandir. C'est une petite maison blanche achetée par leurs grands-parents et qui s'est transmise de génération en génération. Et les jumelles sont bien ensemble. Elles sont heureuses, souriantes, bienveillantes. Elles cuisinent des biscuits aux pépites de chocolat pour les enfants du quartier. Elles jardinent, promènent leur petit chien Pepper. Ils sont très sociales après la messe du dimanche. Mais tout ça va changer drastiquement l'année suivante, en 1985. Les jumelles ont alors 58 ans et prennent leur retraite de l'hôpital où elles travaillent. Sans que les gens ne comprennent pourquoi, Dorothée et Marie s'enferment chez elles. Elles ne parlent plus à personne, ne font plus de biscuits pour les enfants et ne sortent que pour aller à l'épicerie et à l'église. Elles se disputent aussi de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Les jumelles ont toujours eu l'habitude de se chamailler. Certaines personnes se plaisent à argumenter et c'était aussi le cas pour leurs parents dans le passé,
alors on ne se pose pas trop de questions, même si les querelles sont de plus en plus intenses. C'est Marie qui a toujours été la meneuse. Elle est considérée comme la plus intelligente et c'est elle qui parle pour elles deux. Dorothée se tient en retrait. Mais étrangement, à cette période, les rôles semblent s'inverser. Dorothée, étant la moins sociable, s'impatiente lorsqu'elles font les courses et boude derrière Marie, qui se sent obligée de rentrer au plus tôt à la maison. C'est Dorothée maintenant qui semble avoir le contrôle sur sa sœur. Leurs nouveaux voisins, ayant été avertis de leur tempérament, s'inquiètent au bout d'un certain temps. Les disputes ne sont pas pareilles que d'habitude. Ils se demandent s'il n'y a pas violence et se questionnent à savoir s'ils ne devraient pas appeler la police. Mais ils se disent que les deux sœurs ne peuvent pas se faire du mal. Elles s'aiment trop. Mais que s'est-il passé exactement en 1985? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces brusques changements de comportement chez les jumelles Beck? Pour avoir toutes les cartes en main, nous devons explorer leur passé. Dorothée et Marie sont nées en 1927 et sont les filles de Nick Beck et de Dora Schneider. Elles sont d'origine allemande et leur famille est très religieuse. Elles ont des règles très strictes à respecter et leurs parents sont très sévères avec elles. Il n'est pas rare qu'elles ne reçoivent des coups de l'un comme de l'autre. D'ailleurs, il est mentionné que Marie, la plus turbulente des deux, a eu par 2 fois la jambe cassée en seulement 1 an. Il est dit que la première fois, c'était en jouant à la marelle, ce jeu dessiné au sol où il suffit de sauter d'une case à l'autre sur 1 ou 2 pieds. Et la deuxième fois, on dit qu'elle aurait glissé sur un biscuit avec du glaçage. Mais les gens ne sont pas dupes. Ils savent que ce n'est pas la vérité. Mais à cette époque, on ne disait rien. Alors qu'elles ont 12 ans, leur mère donne de nouveau naissance à une petite fille, Judith. Elle est belle, mignonne, adorable, et les jumelles se jurent de la protéger de la violence familiale. En 1953, leur père décède brusquement d'une hémorragie cérébrale. Les jumelles se trouvent donc un emploi au Alton Memorial Hospital pour aider la famille. Dorothée travaille à la centrale d'approvisionnement alors que Marie travaille dans le département de radiologie. Pour combler l'absence de leur père, leur mère devient plus sévère avec elle. Dorothée et Marie tentent par tous les moyens d'épargner leur petite sœur Judith et quand leur mère va tomber malade, ce sont les jumelles qui vont s'occuper d'elle à la maison. Elles n'ont pas de petite amie, bien qu'elles aimeraient en avoir. Elles ne sortent pas et n'ont pas d'amis. Elles vivent leur vie sociale à travers Judith, qu'elle aide pour ses choix vestimentaires pour sortir et pour son bal de finissant. Et cette Judith qu'elles ont tant chérie et tant protégée partira de la maison et quittera même Alton pour s'installer avec son mari à Saint-Louis en 1962. Précisons ici que Marie a été la dame d'honneur de Judith, alors que Dorothée a été sa demoiselle d'honneur au même rang qu'une amie de la famille. Cela a dû faire souffrir la pauvre Dorothée. Judith aura 2 enfants, un garçon et une fille. Et les jumelles, qui n'ont pas eu la chance d'être mères, vivront encore une fois cette expérience à travers elles. Évidemment, la situation à la maison ne s'améliore pas après le départ de Judith. Au contraire, elle va s'empirer. Les jumelles sont de plus en plus grincheuses et déprimées. En 1984, à l'âge de 86 ans, Dora est de plus en plus malade et Dorothée et Marie la placent à contre-cœur dans un foyer. Oui, à contre-cœur, car même malgré les abus, les jumelles souhaitaient prendre soin de leur mère. Mais Dora va décéder quelque temps après son placement. Donc, après leur retraite en 1985, les jumelles se retrouvent seules dans la grande maison familiale et passent leur journée soudées l'une à l'autre du matin au soir. Et en 1986, le quartier dans lequel elles ont toujours habité devient moins sécuritaire. La ville est de plus en plus pauvre car les entreprises déménagent ailleurs et dû aux 2 bars environnants, un commerce de drogue s'installe tout près de chez les jumelles Beck. Et la situation empire en 1990. Mais Dorothée et Marie ne déménagent pas.
Alton, c'est tout ce qu'elles ont toujours connu, et elles deviennent vite une source de réconfort pour les gens de leur village. Mais on ne les reconnaît plus. Elles se chamaillent sur tout et sur rien, et se giflent même à l'occasion. Et en 1995, c'est Dorothy qui semble avoir le contrôle sur sa sœur. Et toutes ces années à suivre docilement Mary n'ont fait qu'accentuer sa rage, et elle va commencer à s'en prendre quotidiennement à Mary. En juin 1995, quelques mois avant le drame, Mary, dont la pression artérielle est trop élevée, décide d'arrêter de prendre ses médicaments. Dorothée, qui prend soin d'elle jusque-là, refuse la situation. Et tout comme ses parents avant elle discipline Mary par les coups et par la violence. Elle va battre sa sœur régulièrement pour la contraindre à se soigner. Et lorsque Mary devient trop faible et trop maigre pour sortir de la maison et pour aller voir son médecin, Dorothée frappe encore plus fort. Refusant de sortir sans sa sœur, elle commande l'épicerie à domicile et ne va plus à l'église. Et pour ceux et celles qui s'inquiètent pour Mary, elle les rassure, mais ne laisse personne rentrer chez elle. En novembre 1995, Mary ne mange plus du tout. Elle ne pèse que 98 livres et n'a plus la force de se défendre contre la colère de sa sœur qui la domine. Pour se venger de Dorothy, elle tente d'avoir le dessus psychologiquement en refusant toute nourriture, et Dorothy est sur le bord de l'explosion. Le 20 novembre 1995, Dorothy et Mary regardent la télévision avant de se rendre à la cuisine vers 19 h pour manger. Évidemment, Mary refuse d'avaler quoi que ce soit, et quand Dorothy tente de forcer la nourriture dans sa bouche, Mary la lui recrache en plein visage. Ce sera la dernière chose que fera Mary, car Dorothy entre dans une colère noire. Elle saisit brusquement la canne de Mary et la frappe violemment à la tête. Les lunettes de la pauvre Mary sont fracassées et ses fausses dents lui sortent de la bouche et roulent sur le plancher. Mary tombe au sol en hurlant de douleur, mais Dorothée continue de la marteler de coups de canne. Après un moment, elle abandonne son arme et rue sa sœur de coups de pied et de coups de poing. On entend des os craquer. Dorothy continue de se déchaîner jusqu'à ce que Mary cesse de bouger. Après ce massacre, Dorothée reste un long moment à regarder sa sœur se vider de son sang. 2 heures s'écoulent avant qu'elle ne se lève de table pour entreprendre son nettoyage. Elle nettoie les fausses dents de Mary qu'elle va remettre en place dans sa bouche. Elle va ensuite déplacer sa sœur pour laver le plancher. Elle va déshabiller sa jumelle, la laver et la rhabiller pour ensuite la replacer au centre de la cuisine, un oreiller sous la tête. Elle jette ensuite la chemise de nuit tachée de sang de Mary ainsi que des serviettes ayant servi à nettoyer dans une boîte derrière la maison. Puis elle va s'étendre sur son lit et va réussir à dormir quelques heures. Et à 7h30 du matin, le 21 novembre 1995, Dorothy appelle enfin le 911. Elle va raconter aux policiers qu'elle a retrouvé Mary morte dans la cuisine, que sa sœur se sentait trop faible la veille pour monter dans leur chambre et qu'elle avait préféré dormir sur le plancher de la cuisine. Elle ajoute aussi que Mary était malade et que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Les policiers Chris Sullivan et Michael Gordon soupçonnent vite quelque chose lorsqu'ils retrouvent Dorothy agenouillée près de sa sœur, l'air très calme. Mais ce n'est pas tant le comportement de Dorothy qu'ils trouvent le plus étrange, mais ce qu'il y a sous le drap qui recouvre Mary. Des coupures et des bleus partout. La pauvre semble avoir vécu un vrai martyre. Mary ne porte qu'une robe de nuit. Elle a des coupures au niveau des lèvres, des bras, des avant-bras et d'autres plus sévères au-dessus de l'œil droit et de l'œil gauche. Elle a aussi des bleus importants sur le visage et sur le corps. Aussi, plusieurs de ses côtes sont fracturées. L'enquêteur du coroner va comparer les blessures de Mary à celles d'un nourrisson qu'on a battu à mort. Il est clair que Mary est décédée de ses blessures et qu'on les a nettoyées.
Sans compter que les lunettes de la victime sont toujours au sol, tachées de gouttes de sang, et le plancher semble encore humide par endroits. Pourtant, Dorothy continue de s'en tenir à sa version. Elle ne semble ni triste ni dévastée par la mort de sa jumelle lorsque l'on l'interroge au poste de police. Mais la façade ne tient pas longtemps. Lorsque l'on découvre en effet des traces de sang sur ses souliers et des blessures sur ses mains, elle craque et avoue tout. Pendant tout le temps qu'elle raconte son histoire, elle ne verse pas une larme et ne montre aucun remords. Dorothy est déclarée coupable de meurtre au premier degré, mais est jugée inapte à subir un procès. On déclare qu'elle souffre de démence et on l'interne au département de santé mentale de l'Illinois pour un temps indéfini. Elle est morte 9 ans plus tard, en 2004. Tout de même troublante cette histoire. C'est horrible de penser que la personne la plus proche de toi peut en venir à te tuer. Partagez avec nous vos ressentis face à ces 3 histoires en commentaire, tout en restant bienveillant bien sûr. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!